téléspectateurs, c'est Lilou, je suis en compagnie de Lorenza et nous sommes heureuses de faire cette vidéo ensemble, une vidéo qui est prévue depuis un certain temps et puis il y a des fois le timing comme ça qui doit se poser, se mettre en place. On s'est rencontrés par François De Witt qui est l'auteur de La preuve par l'âme que j'ai interviewé de nombreuses fois, un homme qui m'a touché, qui malheureusement nous a quittés mais qui nous a réunis, qui a toujours voulu qu'on fasse cette interview. Et aujourd'hui François, là où quel que soit l'endroit où tu es, écoute, on sent ta présence et cette vidéo t'est dédiée. Cette vidéo est dédiée bien sûr aussi au Navajo, puisque c'est le sujet de cette vidéo, c'est la conscience Navajo. Lorenza, tu fais des allers-retours entre la France, entre Paris et l'Arizona. Tu es tombée amoureuse de ce peuple, ils t'ont touchée, tu t'es reconnue, tu t'es retrouvée même certainement, tu vas nous en parler, mais... Tu as peut-être eu des vies passées là-bas. Hein. Je pense que oui, hein. Ouais. Je pense que oui, semblerait peut-être. Et c'est assez... tu vas nous expliquer comment tu les as rencontrés en 96 et puis ce qui s'est passé depuis. Lorenza est en création d'un film, d'un road movie à travers, pour parler, qui s'appelle Navajo Songline, hein, pour parler des Navajos. On va en parler dans cette interview aussi, qui va être un petit peu longue, mais très très riche. Regardez jusqu'à la fin. C'est du bonheur de rencontrer des personnes comme Lorenza. C'est important de diffuser cette information parce que la conscience Navajo existe, est présente. Il y a une philosophie de vie, il y a quelque chose qu'ils ont à nous transmettre qu'on a peut-être oublié dans notre version un peu rapide de la vie, moderne, non ? Oui, en fait, c'est ça. Merci à toi, Lilou, pour cette interview que j'attendais. Et merci à François. En fait, lorsque j'ai rencontré en 1996 les Indiens Navajo, on va dire les Dinés, parce que les Dinés veut dire le peuple en langue Navajo, eh bien, j'ai rencontré des gens calmes, des gens posés. Et je me suis dit, mais comment ces gens peuvent être en paix ? Parce que les Indiens, quand même, on connaît. Nous, on les aime parce qu'on a le mythe du héros. On aime les héros. Les Français aiment bien les héros. Mais quand même, on connaît l'histoire des Amérindiens. Elles sont proches des histoires des peuples juifs. Enfin, il y a toute une histoire autour de l'extermination, autour du génocide. Moi, je suis d'origine espagnole et les Espagnols ont été les pires au moment de la conquête de l'Ouest. Leur but, c'était de faire en sorte de brûler tout ce qui existait. Donc, et les Navajos ont été, on va dire... vraiment, comme beaucoup de communautés amérindiennes, ont été touchées, blessées, et la blessure est toujours là, de toute façon. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que la blessure est là, mais qu'il y a quelque chose de plus fondamental qu'ils vénèrent, qu'ils honorent. Et c'est ça qui m'a vraiment émue aux larmes, parce que moi-même, j'étais dans des histoires... existentielle un peu profonde, émotionnellement parlant. J'étais en train de me séparer, donc ma vie sentimentale était un petit peu bousculée. Mais ce qui se passe, c'est que je rencontrais une force, en rencontrant ces gens-là, je rencontrais une force qui m'invitait à aller respirer ailleurs et autrement. Donc j'étais dans un principe de non-jugement, déjà, par rapport à mon entourage ou par rapport à ce qui se passait, même vis-à-vis de moi-même. Mais j'étais surtout comme à l'écoute de quelque chose qui... évidemment, touchait ce que j'étais profondément, mais pour moi qui touche une part de notre humanité, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas servir deux maîtres à la fois. Et il me semble que la forme égotique qui nous préserve, parce qu'on a besoin d'être un petit peu dans l'ego, dans ce ici-bas sur Terre, est quelque chose de fondamental, mais c'est comme si on avait à dompter cette forme-là égotique que eux appellent le coyote. Hein, le coyote, c'est celui qui perturbe un peu l'ordre du monde. Et il est là pour voir si on est toujours en phase, même dans les grosses tempêtes ou les grandes perturbations. Et donc, on n'a pas à battre le coyote. Ah non, le coyote a son rôle en fait. Hein. Et le coyote n'a absolument pas peur de la mort, mais dans l'histoire de la cosmogonie Navajo, il va à l'encontre des dieux, on va dire. Les dieux ont une stratégie, on va dire, et eux sont toujours là pour dire allez, on va bousculer la stratégie. Donc ils font des choses qui ne sont pas censés faire. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils se rendent compte de ces erreurs et parce que là où ils passent, ils laissent des traces. Et disons qu'il est de par le fait qu'il est conscient de ce qu'il fait, eh bien, on l'invite à, moi je dirais, boire le thé, mais on lui dit, c'est pas toi, on va pas s'occuper de toi aujourd'hui. Voilà. C'est pas le maître. C'est pas le maître. Voilà, c'est pas le maître à bord. Voilà, et c'est le peuple Navajo, les Dinés ont ça en eux. C'est de l'acquis.
ils arrivent à le préserver, ils arrivent à l'honorer par des rituels. Quel genre de rituel, ouais, parce que toi, tu as participé à des chants, c'est comme ça qu'ils t'ont invité petit à petit dans leur village. Voilà, c'est ça. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je les ai rencontrés en 96 à la Villette, et ils faisaient une exposition autour des peintures de sable. Et je me suis dit, et moi, je préparais une exposition de peinture avec du sable. Et je trouvais qu'avec une synchronicité, je me disais, mais à un moment donné, le sable, voilà, c'est le temps. Enfin, de toute façon, il faut que j'aille rencontrer. Mais que font les Indiens à Paris? Donc je suis allée les voir, et en fait, j'avais fait un joli petit dessin pour eux. Et j'avais une trouille pas possible, parce que je me disais, mais j'ai rien à dire, moi. C'est eux qui ont tout à dire. Moi, je vais juste donner quelque chose. Et puis, bon. Et il se trouve que je me suis assise à côté d'une femme, une femme indienne, qui s'est mise qui a parlé, qui m'a parlé. Et les gens qui organisaient l'exposition pensaient qu'on se connaissait. Et cette femme avait une sorte de mal-être, parce que elle disait, enfin, elle avait un certain mal-être d'être en France, on va dire. Voilà, je ne veux pas trop... voilà. Et puis ensuite, en fait, ce qui se passe, c'est que les commissaires-priseurs, qui étaient Jean-Pierre Barou et Sylvie Crossman, m'ont demandé de m'occuper d'elle, et je me suis occupée d'elle. Je l'ai amenée le lendemain à l'hôpital pour faire des prises de sang. Je l'ai amenée chez moi, on a mangé des croissants, hein, et après, je l'ai ramenée à l'exposition. Puis après, je suis repartie. Le lendemain ou 3 jours après, je reçois un coup de fil des hommes médecine, Navarro. Ils me disent, mais... Le chaman, c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. L'homme médecine, c'est ce qu'on appelle les Atali, qui veut dire homme médecine. Alors, le mot chaman n'existe pas chez les Navarros. Eux insistent à dire que le chaman vient de la Mongolie. Mais eux se considèrent comme des hommes médecine ou des femmes médecine. Et on dit Atali. Et donc, ils m'ont téléphoné, ils m'ont dit, on voudrait te connaître parce que tu t'es occupé un des membres de notre communauté, donc on voudrait savoir qui tu es. Alors bon, j'y suis allée et tout. Et puis à ce moment-là, il y a eu une cérémonie qui a été faite pour moi pour me remercier. Bon, ils m'ont dit, viens à notre exposition quand tu veux. C'est déjà énorme, parce que c'est des cercles très, très privés. Hein. Oui, et puis à cette époque-là, en 96 à la Villette, mais il y avait un monde fou partout, quoi. Et je me suis dit, mais comment ils ont pris le temps de m'appeler ? Qu'est-ce que c'est, quoi? Et pourquoi moi? Bon. Et ensuite, ils m'ont dit, viens quand tu veux, tu peux venir nous voir, avec qui tu veux. Je suis carrément venue avec une amie qui était une maîtresse de maternelle avec toute sa classe. On a débarqué avec tous les petits-enfants voir les Navarros, parce que je me suis dit, ça c'est important pour les enfants. Mais pas là-bas. Non, à la Villette, hein, toujours à la Villette. Et puis, au bout du compte, on s'est revus à plusieurs reprises. Et moi, je pensais que c'était terminé, mais j'ai reçu encore un coup de fil de cet homme médecine qui m'a dit, on voudrait que tu sois là pendant notre repas d'adieu, avant de retourner sur notre territoire. Donc j'y suis allée, et là, il y avait une dizaine de personnes. Et il y a eu encore à nouveau une cérémonie. Et donc Cérémonie avec le chant, avec des prières, avec du feu... Des chants, des prières... un remerciement, parce que remercier, honorer, c'est un geste complètement quotidien en fait, hein, chez eux en fait. Et c'est pas un geste quotidien qui nous montre qu'on doit le faire, c'est que c'est complètement intégré dans la vie courante. Hein. Et donc à partir de ce moment-là, ils m'ont dit, viens nous voir dans notre pays et tu verras que ça n'a rien à voir, quoi. Bon. Pour l'histoire, quand même, les Navarros sont 290 000, c'est ce que j'ai lu et vu dans ton documentaire. Oui, voilà, ils sont 290 000. Ils sont situés où, dis-nous à peu près là? Alors en fait, ils sont jusqu'à 300 000 à l'heure d'aujourd'hui, par rapport au dernier recensement. Ils sont situés sur 3 États, qui sont le Nouveau-Mexique, l'Utah et le Colorado. Et c'est un territoire qui fait 2 fois la Belgique. Voilà. Et il y a 170 000 habitants qui vivent au sein même de la réserve. Ils ont un gouvernement, ils ont donc un président, ils ont un conseil tribal, ils ont leur justice, leur prison, leur école, leur ministère de l'environnement. Enfin voilà, ils sont très 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 organisés. Un petit rappel dans l'histoire, parce que les Européens sont arrivés. Et qu'est-ce qui s'est passé pour les Navarros? Très juste. Alors pour les Navarros, il y a une histoire qui touche la tragédie, cette tragédie touche toutes les communautés amérindiennes. C'est qu'ils ont vécu ce qu'on appelle la longue marche, the long walk, c'est-à-dire qu'ils ont dû quitter leur territoire de force. Ils étaient aux alentours de Canyon de Chelly.
qui est situé à peu près au cœur de la réserve. Et c'est là où il reste encore des traces des Anasazi. Les Anasazi, c'est une civilisation ancienne, et donc ils sont issus de cette civilisation. Et de force, ils ont été amenés à marcher jusqu'à Fort Rodando, un fort qui est situé au-delà de Albuquerque. Je ne sais plus combien il y a de nombre de miles, mais ils ont dû marcher à pied. Et donc, je suis allée jusqu'à là-bas pour faire un pèlerinage. Et c'est vrai que les Navarros sont les seuls qui soient retournés sur le lieu d'origine après l'histoire du génocide. Donc ils sont retournés, et on est au 19e siècle, et au moment où ils sont retournés, ils sont 9000. Donc aujourd'hui, ils sont 300 000. C'est la plus grande tribu de toutes les tribus amérindiennes. Alors toi, tu arrives là-bas. Tu arrives comment? Avec ton petit sac à dos? Bah oui, c'est ça. Et tu te demandes... Ma tête d'ado, ma mentalité d'ado. En parlant anglais? En parlant anglais, bien sûr. Et... je suis invitée, donc j'y vais. Bon, il y a des petites synchronicités, parce que les signes, c'est quand même... je quitte Paris à ce moment-là, je m'installe à La Rochelle. Et à La Rochelle, il y a un homme qui s'appelle Rieux Pérou, Monsieur Rieux Pérou, qui a écrit sur les Navarros, qui a vécu une histoire avec les Navarros. Et il y a aussi le musée du Nouveau Monde. Donc il y a une espèce de synchronicité avec ma rencontre avec ces peuples-là. Donc je vais là-bas. J'ai rendez-vous avec un homme médecine, donc on s'est confirmé le rendez-vous par courrier. Il y a pas, parce que je fonctionnais pas avec eux par email, par téléphone, rien. C'est juste une lettre. Donc genre rendez-vous au 3e virage après la capitale Window-Rock. Tu m'attendras à l'arbre qui bon. Donc et pour connaître ce coin-là, c'est super facile de se... Bon, les portables ne fonctionnent pas souvent mais c'est très compliqué. Puis en plus, les directions, c'est pas inné chez toi non plus. On est un peu pareil toutes les... Tu dis ça parce que j'ai eu du mal à trouver ton chemin. Alors l'arbre, tu l'as trouvé? Alors l'arbre, je l'ai trouvé, mais je n'ai pas trouvé l'homme médecine. Ah. Et je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire? Oh là là. J'ai fait autant de kilomètres, mais on se fout de ma tête, quoi. T'étais vexée. J'étais vexée. Là, il y a la Parisienne qui remonte. Voilà, c'est ça, c'est le Français qui remonte. Quoi? Et donc, pauvre de moi, bon, évidemment, je rencontre aussi avant mon ami Navarro, qui me présente à sa maman et qui me considère comme sa propre fille parce que je l'ai soutenue lorsqu'elle était loin d'elle. Donc, je rencontre, en fait, ce qui se passe, c'est qu'après ma rencontre avec cette femme en terre Navarro, j'ai un rendez-vous avec la médecine qui m'a invitée, et je suis avec une autre femme parce que c'est mieux de ne pas se balader toute seule. Voilà, pour eux, c'était mieux que je me balade pas toute seule dans la réserve. Donc je me retrouve sans rendez-vous, sans rien. Donc je me dis bon on va rentrer. Et là, on prend des chemins de traverse qu'on appelle les dirty roads. Et il y a une voiture qui arrive et qui me dit Do you know where is the ceremony? Est-ce que vous savez où est la cérémonie? Je dis pas du tout. Je rentre chez moi. Well, please. Give me some help, I give some present to the medicine man, so just take it. Elle me donne des cadeaux que je dois remettre à un homme médecine, et elle dit, à nous deux, on va pouvoir retrouver le chemin. Restez la nuit à la cérémonie, puis après vous partirez demain. Ok, on y va. J'y vais. Sur le chemin, je rencontre un coyote, et la jeune femme qui était à côté de moi me dit, c'est un mauvais signe, parce qu'il y a certaines croyances, bien sûr. Là, je suis un peu paniquée. Je me dis, bon, je crois que l'aventure commence. Et finalement, je m'arrête. On arrive à trouver le lieu de cérémonie. Et à partir de ce moment-là, elle me dit, donne ce cadeau à l'homme médecine. Et l'homme médecine, c'est celui que je devais rencontrer auprès de l'arbre. Donc, il me dit, how did you know to find me? Comment t'as fait pour me trouver? Je dis, je sais pas, mais je crois qu'on avait rendez-vous. Voilà. Et de fil en aiguille, je suis rentrée dans les cérémonies. Et comme je suis musicienne, petit à petit, j'aurais demandé si je pouvais chanter avec eux. Ils m'ont dit oui. Et je me suis mis à vibrer par le chant avec eux. Parce qu'ils n'ouvrent pas forcément leurs portes. Moi, je me souviens d'avoir été invitée aux premières messas des Hopis. Oui. C'est marqué pas de blanc autorisé. Ils doivent fumer la pipe, je crois, pour avoir l'accord des esprits aussi. Oui. Comment ça se passe au niveau des Navarros pour autoriser? Est-ce que c'est le chef qui dit oui ou non? Ou est-ce que c'est assez fluide finalement? Tout le monde peut rentrer? Ou là, c'est clairement écrit sur peut-être le destin avait frappé? Je pense que dans la communauté Navarro,
pour ce qui concerne les hommes médecine, il y a les purs traditionnalistes qui ne veulent pas ouvrir, hein, qui ne veulent pas, parce qu'ils se souviennent de ce qui s'est passé. Il y a cette histoire de blessure, elle est vraiment là. Et puis après, il y en a d'autres qui disent, mais si on n'ouvre pas, on perd quelque chose, on cristallise quelque chose. Et la tradition, il y a certains qui sont conscients que la tradition, c'est aussi un mouvement, et que ce mouvement doit être généré par des êtres humains qui sont invités à aller, à marcher, à danser dans cette même cette espèce de vibration et puis de choix. Après, on m'a demandé si je voulais suivre la voie aux eaux, et je l'ai fait en conscience, par choix. Et c'est un travail compliqué dans ce monde, hein. C'est vrai que la voie aux eaux, c'est pas toujours facile. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a de sentir qu'il y en a d'autres qui sont sur le chemin, et que ces autres sont des gens qui ont réussi à être dans un état de résilience extraordinaire pour pouvoir rester en lien avec la nature, parce que c'est bien ça, hein, c'est être en lien avec la nature. Ça, c'est la philosophie Ozo, H-O-Z-H-O. Et là, on est au cœur, ça, c'est la conscience Navajo. Oui, c'est la conscience Navajo. Tu parlais des Hopis, c'est vrai que les Hopis ne veulent absolument pas qu'il y ait de photographes, qu'il y ait d'images qui soient prises par eux. Ils n'ont pas la même histoire. Leur territoire est au milieu de la réserve Navajo. Et donc, quand on va d'un point à un autre sur la réserve Navajo, on est censé passer par le territoire Hopi. Bon, il y a des guerres de clans, il y a des guerres mais ces guerres, elles sont plutôt générées par des principes gouvernementaux plutôt que la cohabitation qui existe entre les uns et les autres, hein. Mais c'est vrai que les Navajos sont plus reliés aux pueblos, essentiellement, parce que sur les chemins de commerce, ils ont, au moment de la conquête de l'Ouest, ils ont énormément travaillé ensemble, économiquement parlant. Donc voilà. Et alors, ce Ozo, ça décrit plein de choses, hein. Ça décrit la beauté de la vie, la grâce de la vie. Oui. T'en as dédié d'ailleurs un album. Oui. La Beauty. La Beauty. Ça parle d'Ozo. Ça parle d'Ozo, en fait. Ozo, c'est comme s'il y avait imagine qu'on voit Ozo inscrit dans un cercle, et que de ce cercle partent des rayons de soleil, comme des rayons de soleil. Et donc, de ce cercle, Ozo, c'est quoi? C'est la beauté, c'est l'harmonie, c'est la conscience, c'est l'amour, c'est la prospérité, c'est la joie, c'est l'humour, c'est la paix. Quelles que soient les circonstances extérieures. Quelles que soient les circonstances extérieures. Toutes les circonstances extérieures nous amènent à restaurer Ozo en permanence, quoi qu'il arrive. Donc on est dans une forme de pensée, mais plus une pensée, une forme de compréhension de soi, par des gens, des êtres qui sont à 100% présents au moment où ils sont avec quelqu'un. Et ça, c'est la force, je trouve, des transmissions orales, de tout ce qui est relié à l'oralité. Ces gens ont pris le temps en même temps qu'ils nous parlent, de faire passer dans le monde invisible des vibrations qui sont inscrites dans la nuit des temps. Donc, ils savent qui ils sont, ils savent d'où ils viennent, et ils honorent en permanence le lien avec la nature, parce que de toute façon, sans la nature, ils ne sont rien. Moi, je trouve que c'est d'une humilité extraordinaire, et en plus, c'est surtout une façon pour nous de voir comment on peut, à un moment donné, calmer nos pensées, parce que nous sommes dans un monde précipité, de plus en plus, et comment il nous est possible de calmer nos pensées rien que par la vibration de la Terre. C'est une vibration. Et eux se mettent en lien avec la Terre pour chanter les chants de la Terre. Comment ils font ça? Décris un petit peu ce que tu as pu voir, ou comment se passent ces cérémonies, comment nous-mêmes on pourrait l'incarner au quotidien, même dans des villes. Alors oui, même dans des villes, absolument. Alors ce qui se passe, c'est qu'il y a une structure architecturale qui s'appelle Hogan, qui est une structure hexagonale et qui a une ouverture vers l'est. Donc tout d'un coup, les chiffres, la forme, l'ouverture vers l'est, tous ces symboles ont une signification. Et toutes ces significations sont reliées à la nature. Ils habitent dans les Hogan ou c'est simplement un lieu de rituel? Alors en fait, ils ont longtemps habité dans les Hogan et ensuite c'est devenu des lieux de rituel. Maintenant, évidemment,
Il y en a qui vivent dans des maisons, tu sais, les maisons qu'on dépose comme ça sur les. Tu sais, des fois aux États-Unis, on voit des maisons sur les camions et boum, ils posent la maison. Il y a déjà la baignoire. Des mobil-homes, voilà, c'est ça. Donc ils vivent dans ces lieux, dans ces maisons-là. Ils vivent aussi dans des maisons qui sont construites par le gouvernement fédéral. Et par le gouvernement Navarro, mais traditionnellement, il y a toujours un Hogan, on va dire, quelque part. Il y a de plus un Hogan. Un peu comme leur église ou le centre du village. Voilà, exactement. Il y a des Hogan dans les prisons. Il y a et des huttes de sudation, parce qu'on va parler des huttes de sudation dans les prisons. Il y a des mascales, comme au Mexique, un peu le même principe. Voilà, un petit peu le même principe, sauf que les huttes de sudation sont beaucoup plus basses et elles sont construites avec du bois et recouvertes de terre. Mais c'est pareil, on se rapproche de la terre à travers des rituels comme ça. Voilà, c'est ça. Donc le principe du Hogan est aujourd'hui un principe d'espace où on invite les gens à participer à des cérémonies. Et des cérémonies, il y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y en a pour le passage de l'âge adulte, je suppose, quand on a un enfant, quelles sont les raisons? Alors il y a une belle cérémonie qui s'appelle le premier sourire du bébé, quand le bébé vient au monde et qu'il sourit. Eh bien, il y a une première cérémonie qui est faite pour lui. Et c'est pour eux, c'est une façon de manifester le fait que l'enfant, ici-bas sur Terre, il est relié avec ses origines, de là où il était avant, mais il est heureux sur Terre. Donc, on l'honore de sa joie de partager sa vie avec le reste de la communauté. Donc, il y a une cérémonie pour ça. Il y a une cérémonie qui s'appelle la Quinalda, qui est pour les jeunes filles, qui est un moment de passage, quand la petite fille va devenir jeune fille. Donc, il y a toute une cérémonie. Elle apprend à faire le cake, le Navarro cake. À base de maïs, ils aiment le maïs. Voilà, le maïs est considéré comme une plante sacrée, en fait. Et le maïs... Comme les Mayas. Absolument. Absolument. Les Mayas aussi, ils avaient même les 3 couleurs de maïs. De maïs, alors exactement. Donc, ils ont le maïs jaune, ils ont le maïs bleu, ils ont le maïs rouge, ils ont le maïs blanc. Et donc, ils ont encore toutes les graines originelles de ce maïs ancestral. Et pourquoi c'est sacré, le maïs, plutôt que... Parce qu'en fait, certains disent que c'est grâce au maïs qu'ils ont pu subvenir à leurs besoins. Donc, ils considèrent que le maïs... N'oublie pas. Non, ils n'oublient pas. Donc, ils considèrent que le maïs est un peuple. Le peuple, on appelle ça le peuple des maïs. D'ailleurs, j'ai fait une chanson là-dessus sur le peuple des maïs. Moi, quand j'ai compris que tout ça, le peuple des étoiles, le peuple des maïs, le peuple, donc tous ces éléments qui nous... Voilà, le règne végétal. Le règne végétal, c'est un peuple, quoi, en fait. Donc tout d'un coup, c'est une façon... Ça a été une invitation pour moi de comprendre que je n'étais pas forcément supérieure à tout ce qui m'entourait. Et donc, aux zoos et les cérémonies, c'est ça, c'est une invitation à être en résonance avec tous les règnes et à être vraiment, pour le coup, en lien avec tous ces règnes. Et on apprend par la nature comment il est possible pour nous de concevoir la suite de nos événements. Pourquoi ? Parce que dans tous les règnes, il y a le féminin et le masculin. Une pluie masculine, c'est une pluie forte. Donc on est invité à se reconnecter avec notre côté masculin. Une pluie fine, c'est une pluie féminine. Donc on est invité à se reconnecter à notre féminité. Donc c'est les signes que la nature nous donne, c'est en même temps on demande ces signes, c'est la magie. Oui, ce sont des signes que la nature nous donne. Et puis aussi, ce sont des signes que eux arrivent à, entre guillemets, provoquer. Parce que, par exemple, là on revient chez les Hopis. Les Hopis ont des chants qui permettent à la pluie de tomber. Des cachinas. Absolument. Voilà, c'est magnifique. Et moi, j'ai participé à des cérémonies Hopi, et quand la cérémonie s'arrête, la pluie tombe. Bon, voilà. Parce que eux dansent la pluie, mais c'est comme s'ils étaient déjà sous la pluie. Ça, c'est quand même fort au niveau de la visualisation et de la pensée, du pouvoir de la pensée. C'est le pouvoir de la pensée, c'est le pouvoir de la visualisation aussi. C'est le pouvoir de la force qu'il y a à être réunis tous ensemble. C'est aussi la force de la conscience d'accepter que le mal-être d'une personne appartient au mal-être de la communauté. Ah oui, ça c'est très ancré. Ouais. Et ça c'est très très ancré. Et donc c'est une invitation toujours à ramener l'expérience qui nous éloigne d'Ozo dans quelque chose qui va nous permettre de guérir le fait qu'on s'en soit éloigné. Quand je dis guérir, ça ne veut pas dire qu'on est complètement malade. C'est juste que
on est vraiment dans un mieux-être lorsqu'on est au zoo, quoi, en fait. Sinon, on est comme dans une illusion. Oui, voilà, on est dans une fausse réalité. On a l'impression d'être dans une réalité, mais c'est une réalité qui est très mécanique et le métro boulot dodo pour eux est une illusion. Oui, le métro boulot dodo. De toute façon, ils veulent, quand je les invite à venir en France, on veut bien rester une nuit à Paris, mais après on veut voir vos campagnes, quoi, en fait, parce que comment faites-vous pour vivre dans des grandes villes, quoi? Ils se posent vraiment la question, quoi. Mais sans jugement, toujours, c'est sans jugement, parce que, par exemple, il y a des jeunes qui sont obligés d'aller vivre aux alentours de la réserve pour avoir du boulot, pour faire des études. Donc, ils sont obligés d'aller dans des grandes villes, même comme Phoenix, comme Albuquerque, mais ils reviennent. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'ils reviennent, ils n'abandonnent pas. Et le lien, en plus, transgénérationnel, est très important. Donc, la place des grands-parents est très, très importante aussi. Donc, ils ont réussi à être dans cette espèce de cycle, de ce cercle, qui est le cycle, où le temps tourne, plutôt que d'être dans un monde précipité, où le temps s'écoule et nous embarque. Leur rapport à la mort, il y a un rituel, je suppose. Alors évidemment. Tu as pu voir ? Alors, c'est vrai que le rapport à la mort, l'idée, c'est d'amener l'âme, en fait, au plus. C'est de lâcher, en fait, le lien émotionnel, fraternel, charnel qu'on a eu avec la personne, et de le lâcher en conscience, et justement de permettre à l'âme de continuer à faire son chemin. Donc la met dans la lumière. Donc il y a des rituels qui sont faits pour les âmes. Dans les communautés amérindiennes, Navajo, il y a plusieurs types d'obédience, je dirais, issus des rituels. Il y a les purs traditionalistes issus des communautés d'innés, où là, il y a les cérémonies se font dans les Hogan. Et il y a aussi The Native American Church, qui inclut la reliance de la pensée ancestrale des Indiens des plaines. Donc là, on est avec les tipis et l'invitation au christianisme d'être là, parce qu'en fait ils disent que si les chrétiens sont venus à un moment donné les rencontrer, c'est qu'il y avait une raison. Et si on rejette la raison, eh bien la peur qu'elle nous revienne va faire en sorte qu'elle nous reviendra. Donc il y a toujours une idée d'inclure, il y a une sagesse fondamentale, c'est d'inclure les expériences plutôt que de les rejeter. Donc ce sont des personnes qui ne sont jamais en état de fuite. Ça, c'est quand même... c'est de pouvoir faire face à tout ce qui se passe dans la vie, c'est pas toujours facile, parce des fois, on a tendance à pas vouloir voir et à partir... C'est tellement la clé. À aller jouer le rôle du coyote plutôt que d'aller... Oui, et c'est la clé aujourd'hui. Et t'as senti cet ozo où des fois, il y avait des gros décalages, des colères, des choses très humaines que tu pouvais constater et qui étaient choquantes, et peut-être... est-ce que t'as pu ressentir que peut-être ils avaient perdu une petite âme, une partie de leur âme de Navajo ou leur tradition, ou ils avaient réellement à 100% gardé ça? Alors, je dirais que la force de la communauté à l'heure actuelle, elle vient du fait que les gens qui maintiennent Ozo sont des gens qui ont entre 40 ans et 100 ans. Voilà. Ceux qui ont 80, 90, 100 ans, un jour seront amenés à disparaître. Et ils sont vraiment en train de se poser des questions, faire le maximum pour pouvoir faire en sorte que Ozo puisse être transmis de génération en génération. Donc d'où le rôle des grands-pères et des grands-mères. Il y a des personnes qui sont très reliées à la philosophie Ozo, qui interviennent dans les écoles pour que les élèves qui vont dans les écoles, donc au sein même de la réserve, puissent être au plus proche des enseignements de ces anciens. La difficulté qu'il peut y avoir aujourd'hui, c'est que les jeunes Indiens Navajo les mamans font des enfants les femmes font des enfants très très jeunes. À 20 ans, elles peuvent déjà avoir 2 enfants, voire 3 enfants. Et donc les enfants sont remis à la communauté parce que l'enfant appartient à un système clanique plutôt que d'appartenir à un système biologique dit papa-maman. Donc l'idée du clan, évidemment, fondamentale. Toujours la communauté. Et par contre, ces jeunes mamans, des fois, ne parlent très peu la langue maternelle. Or, perdre la langue, c'est perdre la forme pensée. Donc, la problématique aujourd'hui, les vraies questions qu'ils se posent, c'est comment on va pouvoir faire en sorte de pérenniser ce que nous sommes. Et ils essayent tout ce qui est possible de faire pour qu'ils essayent de préserver, ils le font.
Les cérémonies sont très importantes, donc chaque famille a au moins un membre qui a eu au moins 1 ou 2 ou 3 ou 4 cérémonies. Dès qu'il y a une personne qui vit un mal-être, eh bien, ils iront automatiquement frapper à la porte d'un homme médecine, et les hommes médecines seront là pour faire en sorte que les déités, que les holy people, les êtres sacrés reliés à la cosmogonie, puissent s'imprégner, d'accord, du mal-être du patient. Et ensuite, le patient sera comme béni. C'est là où c'est très très beau aussi, c'est que dès qu'on reçoit une cérémonie, on est béni et on devient un être sacré. Donc la notion de sacré est très, je dirais, quotidienne. Il n'y a pas forcément toute une espèce de fantasme autour de la notion de sacré. Moi, j'ai eu moi-même des cérémonies, j'ai dû faire appel à des hommes médecines pour guérir certains bobos. Et le fait de me dire, bon, maintenant tu es un être sacré, j'avoue que ça m'a fait du bien, quoi, en fait. Mais c'est pas parce que je pensais pas que je pouvais être d'une personne sacrée, quoi, en fait. Sacré, ça veut dire une personne reliée, tout simplement. Ouais. C'est très très beau ça, comme c'est vrai qu'on pourrait le faire dans notre société, ou on pourrait le faire même soi-même à travers un rituel et se considérer comme sacré tous les jours. Je pense que nos actes seraient bien différents. Oui. Voilà, ils seraient différents, ils seraient plus, je dirais, pacifiés. Et comme tu dis, la conscience Ozo, c'est d'amener, en tout cas aujourd'hui, puisque un des messages qu'ils m'ont dit, c'est « reste avec nous ». Et quand tu reviens dans leur pays, dis-leur qui nous sommes. Ouais. C'est justement, c'est de pas dire que nous on n'a pas les choses que eux et eux ils n'ont pas les choses qu'on a. Non, c'est vraiment harmoniser les contraires et puis et que mon expérience de 20 ans avec eux puisse être une voie de passage pour les autres, quoi, en fait. C'est ça qui est important à l'heure d'aujourd'hui pour moi, quoi, en fait. D'où Navajo Songline, qui est tu t'es lancé dans un sacré périple à vouloir faire un documentaire. Il y a de nombreux documentaires qui sont faits, et là, moi, pour avoir vu les images et avoir pris conscience de la beauté de ce que tu es en train de faire, c'est très inspiré. Navajo Songline. Pourquoi avoir décidé de faire un tel projet ? Alors, voilà, tu nous l'as expliqué à travers l'interview, mais c'est quand même, je sais que François De Witt y a contribué, toi aussi, Bruno Vienne, vous avez, et puis Navarro France, vous avez contribué, vous l'avez rendu possible. Alors maintenant, on arrive à une étape où tu as besoin de plus de financement et de crowdfunding. Donc si vous êtes touché par cette histoire, bien sûr, regardez la bande-annonce et contribuez, parce que c'est un très très beau projet. Mais toi, qu'est-ce qui t'a... Je veux dire, je peux le comprendre à travers toutes les interviews que j'ai faites, comme ça, quand ça nous possède, quand ça nous traverse, on a besoin de l'exprimer, de le faire. En fait, ce qui se passe, c'est que ce que je vis là-bas est tellement puissant et fort que lorsque je reviens ici, je peux pas faire autrement que de faire une sorte de comparatif de style de vie. Et en fait, je trouve que la France est un magnifique pays. Il y a en termes architectural, en termes de nourriture, en termes de paysage, en termes d'histoire, en termes de géographie. Il y a quelque chose de vraiment magnifique. Quand on est dans la réserve, il y a du sable. Les gens disent à chaque fois, mais comment tu peux rester 3 mois, 6 mois là-bas ? Il n'y a rien et tout. Je dis, bah oui, mais bon, il y a quand même pas mal de choses qui sont... La sobriété heureuse, comme dirait Comme des pierres, exactement. Tu as ravi. Voilà, il y a la sobriété, et j'ai rarement été reliée à des manques, relié à des névroses. Voilà, je sais qu'il y a 2 types de manques dans la vie. Il y a le manque névrotique et le manque vital. Mais disons que lorsque je m'éloigne de eux, j'ai l'impression de, vitalement parlant, en termes de vitalité, de manquer un petit peu de ozo, on va dire. Mais le but, pour moi, c'est de continuer à pérenniser ce que j'ai acquis pendant 20 ans ici, et de le faire en sorte de le donner et de le redonner à un maximum, parce que je ne veux pas partir de l'autre côté du voile avec tous ces enseignements. Voilà. Donc, l'idée d'un film, j'anime des ateliers de chant, évidemment, des ateliers en peinture de sable contemporain, parce que j'ai été initiée, que j'ai l'autorisation de pouvoir faire ça lorsque je suis en France. Mais disons que le film est quelque chose qui est pour encore un plus large public. L'idée, c'est que les personnes puissent entendre l'expérience d'une Française qui a été invitée à les rencontrer là-bas sur place, entendre leur discours, parce que c'est eux qui parlent
Donc je ne suis qu'une passerelle, et tout d'un coup c'est eux qui parlent. Ils ont suffisamment confiance en moi pour que j'ai pu poser les caméras et qu'ils puissent dire en fait ce qu'ils ont envie de partager à l'heure d'aujourd'hui. Je dirais que c'est un film éducatif parce que justement c'est un film pour eux aussi. Bruno Vienne est extraordinaire là-dessus, c'est-à-dire qu'il a dit c'est un film, on va leur donner. Ils vont pouvoir les utiliser, les mettre dans les écoles et tout, et quand ils vont rencontrer qu'un jour une Française s'est intéressée à eux, ben peut-être qu'ils vont se dire mais attends, on est des gens vraiment, on est vraiment des gens bien quoi en fait. Hein. Ils n'ont pas de doute par rapport à ça, mais c'est vrai que voilà, une réserve c'est comme une île. Il peut y avoir des syndromes. Hein. Lorsqu'on passe, je passe du temps dans la réserve, je sens qu'il y a comme une conscience collective qui n'a rien à voir avec la société majoritaire. Et être aussi proche de ces gens qui m'ont ouvert la porte et qui ont réussi à garder des traditions authentiques, à s'adapter au monde moderne, à préserver la terre à travers des systèmes agroécologiques de fermes qui sont essentiels d'aujourd'hui parce qu'on en parle. Pierre Rabhi en parle énormément. Et Pierre soutient les projets de Navarro France autour des échanges en agroécologie aussi qu'on met en place. Donc l'idée c'est toujours faire un lien entre ici et là-bas pour qu'à un moment donné ça puisse s'ouvrir et que peut-être dans 10 ans, 20 ans, il puisse y avoir des choses encore plus extraordinaires qui se passent au-delà de mon histoire. Et c'est en train de se faire. Et c'est en train de se faire. Petit à petit, pas à pas, on y arrive. Oui, je sais. Toi, tu es complètement au milieu de tout cela parce que tu organises des interviews magnifiques comme celui-là. Je te remercie d'avoir choisi l'arbre, la nature. On nous a choisi, je crois. Là. Oh là là, la nature, tout, le lac. Tout. Voilà, c'est superbe. Et puis c'est vrai que faut y aller quoi en fait. Ce film, moi j'ai jamais fait de documentaire auparavant. J'avais écrit ce film il y a un bon bout de temps. Je l'avais écrit parce qu'on m'avait dit mais pourquoi tu fais pas un film, pourquoi on fait pas un film ensemble? Et c'est ça, ils m'ont invité à faire un film avec eux et pas sur eux. Voilà. Ouais. Oui, avec eux, parce que ça encore, je sais qu'il y a eu des soucis avec des personnes qui ont fait des films. Je me souviens de cet entretien avec Raoni et l'Amazonie. Il y a eu des problèmes avec la personne qui a filmé. C'est vrai qu'ils ouvrent d'un seul coup leurs portes et puis après, ça peut être mal utilisé, les images ou autres. Donc, ils te font confiance, c'est énorme. C'est une belle mission, une énorme responsabilité, hein. Oui, parce que... Tu es désigné, a dit le chef médecine. Mais c'est vrai que à l'époque ils m'ont dit reste avec nous et quand tu reviens dans leur pays du Nord que nous sommes, j'ai dit bon moi d'accord. Et puis quand je suis là, je dis mais attends mais qu'est-ce que c'est que cette phrase? Et c'est une phrase qui ne me quittait pas. Tu sais, des fois tu dis bon allez. Coyote. Je veux pas. Non, je suis bien là comme ça. Non. Tac, tac, tac. Et j'ai eu des signes tout le temps. Je recevais des appels, des messages en me disant bon alors tu reviens, alors non mais bon. Donc voilà. Là où ça a été un jour, j'ai eu une expérience très bizarre, mais j'ai dû assumer. Ils ont voulu que j'intervienne auprès des communautés locales, Navarro, pour que je montre ce que je faisais avec le chant et avec les peintures de sable. Donc je me suis retrouvée devant eux, avec un PowerPoint, où j'expliquais que l'art pouvait être un outil qui permettait d'exister et était aussi une clé qui permettait aussi de pérenniser la tradition. Parce que c'est un des moyens aussi. L'art, c'est aussi un des moyens. Une porte, en fait. Et il y a eu un homme médecine qui a... Alors, je ne sais plus quelle est l'année, mais c'est son nom, c'est Matthew Stevens, qui avait accepté à une époque, là, je pense que c'était au 19e, entre 19e c'était début du 20e siècle, qui avait décidé de fixer les œuvres, les peintures de sable, parce qu'au départ, les peintures de sable sont des œuvres éphémères. Les rituels de guérison sont des rituels éphémères. Et donc, lui avait décidé de pérenniser, de fixer les œuvres de sable parce qu'il avait peut-être conscience qu'un jour, peut-être que ça disparaîtrait et qu'il ne faut pas que ça disparaisse, quoi. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a enlevé des symboles fondamentaux liés au rituel. Il ne les a pas inscrits sur les peintures fixes. Parce que les peintures de sable de guérison sont faites dans les hoganes et elles ne doivent pas être, elles doivent être nulle part ailleurs. C'est comme certains chants, ils doivent être chantés dans les hoganes et nulle part ailleurs. Donc il y a cette conscience aux eaux dont tu parles, elle
elle est là pour pérenniser quelque chose qui inclut aussi les traditionalistes, même si des fois les traditionalistes ont tendance à dire bon bah on veut pas partager. Donc il les inclut. Et c'est pour ça que c'est une conscience très forte, c'est parce qu'ils incluent tout. Et ils harmonisent les contraires, plutôt que de dire, plutôt que de séparer. Donc il n'y a pas de dichotomie entre la notion du bien, du mal, du profane, du sacré, du moche et du beau, quoi, en fait. Il nous montre cette union qu'on a envie tous de vivre maintenant. Oui. Cette union du monde visible, invisible, du sacré, du matériel, tout ça peut être réuni. Et on peut le vivre maintenant. Et on peut le vivre maintenant. Et on peut être OK avec ce monde invisible aussi, quoi, en fait. C'est OK. Ouais. Excellent, Lorenza. Je suis ravie d'avoir fait cette interview. Tu sais que c'était important pour moi, c'était important pour nous deux, c'était important pour François aussi. On lui fait de gros bisous. Et merci. Merci à toi. Un petit mot de la fin pour les 18 co-créateurs. Eh bien, écoutez, le mot de la fin, ce serait de vous inviter à participer, évidemment, à Navarro Songline, et puis de diffuser l'information. Ce sera un documentaire qui sortira en DVD. Ouais. On est soutenu par l'association Tout est un, Aluna Édition, par l'Université de la Nature au Canada, par Navarro Nation Museum of Twin Heroes in Flagstaff, par le Museum in Window Rock, et on oubliait ça. Navarro France, Navarro France, bien sûr, oui, voilà. Qui sort quand, le DVD ? Alors, donc le film sera diffusé le 31 mai à l'Entrepôt. Et donc, le DVD sortira... En 2017, là, parce que les vidéos restent en ligne. Oui, voilà, c'est ça. Oui, voilà, bravo. Et le DVD, dans fin de l'année 2017. Voilà. D'accord. Et en attendant, si vous êtes prêts à soutenir Lorenza et les Navarro, s'il vous plaît, n'hésitez pas, il y a un lien, tout ça, on va mettre tout ça sous la vidéo. Je te remercie, Lorenza. Merci beaucoup, Lilou. Formidable. Avec plaisir. Avec plaisir aussi. Quelle joie de diffuser cette information très, très importante. Merci. On vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée. Gros bisous, à très vite. Merci à vous.